Je sais pas vous, mais moi quand je vois des vieilles photos en noir et blanc, type costume d'Halloween de l'époque, ou simplement photos de famille, bah je trouve ça toujours ultra glauque. Après on doit être un peu conditionné par les films d'horreur, mais bon, on peut pas le nier, dans certains cas c'est vraiment chelou. Êtes-vous prêts pour un petit voyage dans le temps? Aujourd'hui on va s'intéresser à 4 films-séries en stop motion 100% creepy. The Cameraman's Revenge. On va commencer par le plus ancien. Voici un court-métrage datant de 1912 qui a été réalisé par Władysław Sterwicz. Désolée pour la prononciation comme d'habitude. La revanche du caméraman raconte l'histoire de Monsieur Scarabée qui, le temps d'une soirée, laisse sa femme gentiment à la maison pour pouvoir aller la tromper avec une danseuse libellule. Malheureusement pour lui, l'ex de la libellule, une sauterelle caméraman, n'était pas bien loin et a filmé toute la scène. Et pendant ce temps, la femme de Monsieur Scarabée le trompe aussi. Tiens donc! Lorsqu'il rentre à la maison, Monsieur découvre directement la tromperie et se met très en colère. Mais pas très longtemps. Parce qu'en fait, il va vite lui pardonner et lui proposer d'aller se faire un petit ciné. D'accord, bon bah en même temps, il a pas fait mieux qu'elle, hein. Mais une fois au cinéma, il se rend compte que le film projeté n'est autre que la scène filmée par, rappelez-vous bien, le caméraman sauterelle ex de Madame Libellule dans les bras de Monsieur Scarabée. Ah bah voilà, on a enfin trouvé la source d'inspi des téléfilms de TF1. Téléfilm de TF1, c'est vachement dur à dire. Téléfilm TF1, téléfilm TF1. Évidemment, c'est le drame. La femme de Monsieur Scarabée n'est pas contente du tout. Et ils vont se chamailler à tel point qu'ils vont en détruire le cinéma et donc finir en prison. Ok, je crois que je préfère mille et une pattes. Bon les gars, il faut qu'on humanise des insectes. C'est quoi le trait de caractère le plus reconnaissable chez un être humain? Ok, alors on part sur la tromperie, hein, c'est vrai que ça parle à tout le monde. Putain, c'est triste. Bon, l'histoire en elle-même n'a vraiment rien d'exceptionnel, même si j'avoue que ça me met un petit peu mal à l'aise de voir des insectes se pécho la bouche comme ça. Mais en revanche, l'animation, le stop motion était tellement bien fait pour l'époque que les spectateurs ont cru que c'était de véritables insectes qui auraient été dressés pour pouvoir bouger comme ça. Alors, vous étiez pas loin les gars, parce qu'en fait, il s'agit de vrais cadavres d'insectes. Oui. Pourquoi s'emmerder à faire des sculptures toutes mignonnes, toutes choupies comme ça, alors qu'on peut utiliser de véritables cadavres embaumés avec des fils? Ouais, pourquoi? Bon, malgré ce petit secret de fabrication un peu morbide, il faut quand même avouer que ça a été une véritable source d'inspiration pour tous les films en stop motion qui ont suivi. Abonne-toi! Angela, Anaconda. Bon, d'accord, je triche un peu, c'est pas si vieux, c'est pas un film, c'est une série, mais je tenais quand même à la mettre. J'avoue, j'avais très envie d'en parler parce que quand j'étais petite, je la trouvais super perturbante cette série, et en même temps, j'ai adoré la regarder. Sûrement un paradoxe qui explique l'existence de cette chaîne, vous me direz. Non mais regardez-moi ça là, cette animation, ces mouvements, ces voix, oh putain ces visages. Et encore une fois, le noir et blanc quoi. La série compte 65 épisodes de 26 minutes chacun et a été diffusée entre 1999 et 2001. Pas un franc succès dis donc. Pays d'origine, le Canada. Oups, pardon, trop de clichés, on arrête là. La série est notée 2 sur 5 sur Sens Critique. C'est dire. Je vais quand même vous lire quelques petits commentaires de personnes traumatisées. Je me souviens qu'après avoir vu pour la première fois les horribles corps et visages des personnages, je tentais à chaque fois le plus vite possible d'enfouir ma tête sous les coussins du canapé pour éviter un nouveau traumatisme. J'ai peur. On s'est concertés tous ensemble et on a décidé qu'Angela Anaconda était le pire dessin animé jamais créé. J'ai jamais réussi à regarder un épisode entier de ce truc. Certes, c'était quand j'étais petite, mais putain, j'ai même oublié l'existence de cette chose jusqu'à aujourd'hui. Je vais faire comme si je m'en étais pas rappelé, c'est mieux. Ah bah les gens sont... ouais. Dithyrambique. Et voici le synopsis d'après Wikipédia. Il vaut le détour, croyez-moi. Cette série met en scène les aventures d'Angela Anaconda, une fillette brune de 8 ans, au visage couvert de taches de rousseur. Un trait physique important apparemment. Elle adore les pizzas. En même temps, qui n'aime pas ça? Et le plein air. En même temps, qui n'aime pas ça? Et déteste plus que tout Nanette Manoir. Ah oui, voilà, c'est elle qui m'avait traumatisée. Une élève de sa classe, blonde, riche et prétentieuse. Salope. Très fantaisiste, Angela imagine des situations mettant en difficulté ses ennemis, tels que Nanette, José, Karine ou sa maîtresse d'école, Madame Petsec. Ah, on a donc affaire à une future psychopathe quand même. Gina, une fille gourmande qui est incapable de résister à la nourriture. Johnny, un jeune garçon débile. Ok. Et Georgie, un jeune bonhomme à lunettes qui est allergique à tout, même à sa propre personne. Ok, on est sur des descriptions somme toute absolument flatteuses.
Donc retenez bien, on est sur une bande d'amis composée d'une psychopathe à tendance schizophrène avec option confabulation, d'une fille atteinte d'un trouble alimentaire compulsif, d'un imbécile avec le cuit d'une huître sans offense pour les huîtres bien évidemment, et d'un gars dont la viabilité est totalement discutable. Une belle brochette de vainqueurs, hein. Ensuite, graphiquement, on n'est pas trop dans une ambiance bienveillante. En soi, pourquoi pas, c'est un concept novateur, mais ce côté mi-cartoon, mi-photoréaliste, mi-papier découpé pour faire les visages, les corps, tout ça, moi ça me... non. Et puis on se demande pourquoi tout est en couleur, les décors, les vêtements, tout ce que vous voulez, mais alors, leur visage et leur corps, non, c'est du noir et blanc. Ça leur donne juste l'air encore plus flippant, les gars. En fait, on dirait qu'ils sont morts. C'est comme si on avait pris de vieilles photos d'enfants décédés et qu'on avait essayé de les faire revivre au travers de ce cartoon coloré. Ok, mon dieu, cette théorie. Je vais réfléchir à cette connerie de secondes, là c'est n'importe quoi, faut vraiment que j'arrête, sérieux. Finalement, c'est peut-être moi la psychopathe en fait. The Peanut Vendor. Voici The Peanut Vendor, ou en français, le vendeur de cacahuètes. Cette animation en stop motion est sortie en 1933 et a été réalisée par Len Lee, un écrivain, sculpteur, réalisateur néo-zélandais. Sa spécialité, les animations avant-gardistes, expérimentales. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. The Peanut Vendor était un prototype à destination d'éventuels futurs partenaires afin de pouvoir réaliser de futurs films de marionnettes en stop motion. Oh oui, vous êtes séduit là, hein? On comprend pourquoi ça n'a pas marché. C'est Len Lee lui-même qui a construit cette magnifique marionnette de singe. En fait, le singe chante pour interpeller les gens afin qu'ils puissent venir lui acheter ses cacahuètes parce qu'il a quand même un temps limité pour vendre ses cacahuètes et c'est un peu chiant parce que si les gens ils viennent pas lui acheter avant d'aller dormir, comment il va faire? Comment il va faire? Pardon, c'est la chanson, je ne fais que dire les paroles. Attendez, juste une petite pause là. On est d'accord que le singe vient de s'arracher la queue pour pouvoir s'en faire un bâton? Je rêve pas. Ah, c'était autre chose les majorettes à l'époque. Mais ça n'a aucun sens, le machin danse de façon totalement désarticulée, c'est flippant, et regardez, même les arbres dansent. Heureusement que la musique un peu joyeuse relève un peu le ton, parce que sinon on s'en sort pas. Parce qu'imaginez, si on change juste la musique... Ouais, bah en fait, à comparer, c'est aussi flippant avec la musique originale. Heureusement, au début du film, il a quand même précisé que c'était une animation expérimentale. Merci, parce que du coup, on comprend mieux quand même. Et il n'y aura pas de suite à cette expérimentation, comme vous l'avez compris, et heureusement peut-être quelque part, parce que ça aurait traumatisé beaucoup trop d'enfants. The Mascot. On reste en 1933 avec le court-métrage The Mascot, réalisé par, devinez qui, Władysław Sterwix. Et oui, il a encore frappé, mais cette fois ça dure quand même 25 minutes. On commence avec de véritables actrices. Une maman tricote une peluche chien pour sa fille endormie. Jusque-là, tout va bien. Et là, les jouets et la peluche prennent vie à la Toy Story. Quelques jouets et la peluche de la petite fille sont embarqués dans une boîte par sa mère. Enfin, je crois que c'est sa mère. C'est sa mère, non? Pendant le trajet, les jouets tentent de s'enfuir. Ils font un trou dans la boîte et sautent sur la route. Donc bon, ça va, la pseudo Barbie, elle s'en sort plutôt bien, elle a juste sa petite robe tachée de boue. Mais le pauvre clown, lui, c'est pas la même histoire, il va carrément se faire écraser, voire arracher la tête par une voiture. Ça va? Oh purée, on voit même ses derniers spasmes avant de mourir, c'est horrible! Non, parce qu'il est vraiment mort, hein. Il revient pas après dans la suite. Le seul restant à bord qui n'a pas osé sauter, c'est le chien. On va donc le retrouver dans une vitrine, comme s'il était à vendre. Donc la mère se fait chier à tricoter une petite peluche pour sa fille, et dès le lendemain, elle va directement la vendre. Logique! Un client récupère la peluche du chien et... Ah oui d'accord, il la pend à son rétroviseur intérieur comme si c'était un diffuseur d'odeur, sympa. Ok, il parvient à se détacher, il saute de la voiture... Ok, et d'un coup on tombe sur le diable, ok. Ah bah oui, regardez, c'est le diable, c'est bon, hein, il a les cornes, le nez chelou, et bien sûr le rire des méchants dans les films. Non, là c'était plutôt le Père Noël raté, non. Ouais, bref, on enchaîne. Un épouvantail qui frappe des pauvres papiers innocents, un... Je sais pas ce que c'est que ce truc mais il me fait peur. Oh, coucou toi.
Anecdote, saviez-vous qu'il s'agissait de véritables ossements de poulet? Yes! Oui, oui, ce réalisateur a vraiment un truc avec les cadavres. Ouais, nécrophile. Oh non, mais même le poussin... Ah bah oui, bien allons-y pendant qu'on y est, un petit poisson mort. À force, on va se demander si le mec a pas simplement ouvert son frigo en disant « Tiens, j'ai bouffé du poulet et du poisson ce week-end. Ah merde, il me reste des os et des arêtes, qu'est-ce que je vais en faire? Oh bah on va pas gâcher quand même. Bah non, quand même. » Pardon, bon, allez, on reprend le film. Alors là, je vois plus du tout le lien avec le début. Vous comprenez quelque chose, vous? Ah, voilà notre ami le chien, il est à nouveau là. Bon, tu sais pas comment il est arrivé là, mais on a retrouvé notre fil rouge, ça va. Ah, les squelettes tentent de lui voler sa babale, c'est pas sympa ça. Puis, regardez, on retrouve tous les personnages qui dansent tous ensemble dans l'harmonie et l'allégresse. Ah, c'est sympa. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, sérieux? Est-ce que c'est ça finalement? Est-ce qu'on est dans une sorte de métaphore ici? Est-ce que le fait de trinquer serait simplement une représentation de notre état d'ébriété lorsque tout entendement nous quitte et que nos têtes se retrouvent aussi vite que ces verres? Ou encore au point de boire tellement, mais alors tellement trop qu'on pourrait en exploser de l'intérieur? Ouais, donc mourir? Ok, on continue. Donc, on retrouve notre petit chien en train de pécho le chat, bon très bien. Et le singe, il est en train littéralement de violer la poupée. Ah non, ouf, le gars va la sauver. Ah bah non, en fait. Ah, donc c'est juste un pervers voyeur absolument flippant. Non mais regardez, maintenant ils se battent tous pour la balle. Mais pourquoi? Ah non mais attendez, depuis le début, c'était une clémentine? Oh, je laisse tomber, moi. Non, j'ai rien compris à ce film. Je vous laisse aller le voir, hein. Moi j'ai décroché, hein. Je suis désolée. Trop bizarre. Bon, je critique, mais je veux quand même laisser une bonne note par rapport à ce réalisateur parce que il faut se rendre compte que les techniques qu'il utilisait n'étaient que rarement, voire pas du tout utilisées auparavant. Comme le fait de déplacer les marionnettes en fonction de l'exposition réelle pour avoir un effet de flou de mouvement, ou encore le fait d'utiliser un écran juste derrière. Sa seule limite finalement, c'était son imagination, qui ne semblait pas en avoir. Ça aurait été peut-être une bonne idée d'en mettre quelques-unes, je sais pas, pour cadrer un peu. Non mais parce que vous vous rendez compte que... Alors, ça vous a plu? Dites-moi en commentaire quel show vous a paru le plus creepy, et si jamais vous en connaissez d'autres des encore plus flippants, allez-y, je veux tout savoir. On sait jamais, il pourrait y avoir un épisode 2. Merci beaucoup, bye! Angela, m'appelle pas ce soir, je sais c'est pas les paroles.